Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans cette émission au paysage démocratique français avec Denis Ferré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de La démocratie française, de la Révolution au 49.3, donc l'exercice du pouvoir de Danton à Macron. C'est aux éditions Erol. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et vous enseignez à la fois dans le secondaire et dans le supérieur, notamment pour la New York University. Les discussions sur nos institutions ont repris de plus belle avec l'utilisation de cet article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote au Parlement. Alors certains trouvent que cet outil n'est pas démocratique. Est-ce que c'est le cas ? Question difficile, réponse nuancée. Je suis désolé pour ceux qui voudraient plus de radicalité, mais dans la démocratie, il y a deux jambes. Je compare souvent notre démocratie à une balance avec deux plateaux. Et vous avez un plateau, c'est le côté démocratique, c'est-à-dire le vote, l'élection, nos représentants qui ont la souveraineté, ou le vote direct, référendum, etc. Et de l'autre, vous avez l'ensemble des libertés, des droits, la Constitution, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Alors, le 49.3, c'est dans l'état de droit, c'est dans la Constitution. La Constitution, d'ailleurs, je rappelle à tous qu'elle a été adoptée par référendum en 1958, et puis ensuite, avec ses modifications, pas toujours par référendum, mais en tout cas, elle est notre Constitution démocratique. Donc, c'est, comme on le dit souvent, légal de la part du gouvernement. C'est constitutionnel d'avoir utilisé ça. Mais il y a le deuxième plateau, qui est le pouvoir du peuple. Bon, là, on peut soutenir que ce n'est pas autant démocratique puisque nos représentants n'ont pas eu le loisir de pouvoir voter pour ou contre la réforme. Ils n'avaient que la possibilité de déposer une motion de censure qui a des conséquences quand même parce que ça peut renverser le gouvernement. C'est plus la même question. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu de mal à répondre en manière tranchée, mais en fait, c'est un équilibre. Je vais quand même répondre. Hein. C'est un équilibre entre le plateau des droits, de l'état de droit, et le plateau de la souveraineté populaire. Et la question qu'il faut se poser là, chaque citoyen, c'est est-ce que cet équilibre est à peu près respecté ou est-ce qu'il est rompu? Alors, selon ce que vous allez trouver à dire, vous allez pouvoir dire, bah oui, c'est tout à fait démocratique, le président et le gouvernement avaient le droit de le faire, ou vous allez dire, oui, mais là, quand même, on ne respecte pas le pouvoir du peuple, parce que visiblement, en plus, il y a des manifestations, ça fait 4 mois, il y a une douzaine, il y a des journées de grève, bon, les sondages, c'est les sondages, que valent-ils? Mais quand pendant 4 mois, tous les sondages vous donnent plus de 70% des Français qui sont contre, vous pouvez tout à fait soutenir qu'il n'y a pas d'appui démocratique à cette réforme et donc que ce n'est pas démocratique. Vous voyez, si vous voulez, ma position, mais qui est une position de citoyen, pas d'expert, c'est que dans le contexte actuel, il ne fallait pas utiliser ce moyen-là parce que ça ne pouvait pas être perçu par la majorité comme démocratique. Autre critique faite à notre système démocratique, les citoyens sont dégoûtés et ne vont plus voter. Les élus n'ont donc moins de légitimité démocratique. Est-ce que c'est un argument recevable pour dire qu'il n'y a pas de démocratie si les gens ne votent pas ou si les gens s'abstiennent ? Alors c'est très embêtant en démocratie que les citoyens qui sont supposés donc collectivement avoir la souveraineté, et même si c'est en choisissant des représentants, c'est très très problématique qu'il y ait de l'abstention, qu'il y ait une forte abstention. La moindre des choses, c'est la participation citoyenne dans une démocratie. Et puis surtout, ce qui est inquiétant, c'est que l'abstention, elle augmente d'élection en élection. Et je fais remarquer que la seule élection qui n'était pas encore écornée par ça, c'était l'élection présidentielle. Vraiment, la participation était très forte. Les deux dernières élections, au deuxième tour, on n'est pas très au-dessus de 70% de participation, ce qui est peu pour l'élection présidentielle. Donc, il y a un véritable problème démocratique avec cette augmentation de la participation, de l'abstention, pardon. Vous parlez aussi dans votre livre du déclin des partis. C'est pourtant eux qui ont structuré la démocratie en France. Actuellement, je pense au Parti socialiste qui décline, je pense à la droite, les Républicains, anciennement l'UMP. Est-ce que c'est un danger pour la démocratie, le déclin de ces partis ? En tout cas, ça acte la panne ou la fin, on ne parle même plus de déclin, mais la fin de la démocratie telle qu'elle fonctionnait depuis un siècle.
elle avait besoin de ces partis politiques. C'était une démocratie politisée, ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, où les partis encadraient la population, faisaient le tri des candidatures, faisaient beaucoup d'éducation civique, en fait, d'une certaine manière, où ils pouvaient alterner au pouvoir, et où il y avait une différence entre, bon, grosso modo, on va dire, entre les partis de droite et les partis de gauche. On savait à peu près que ce ne serait pas la même politique. Tout ça a disparu. Et c'est cette dépolitisation qui a démonétarisé, si je puis dire, les partis. Donc on voit, vous avez un candidat LR qui est à moins de 5%, vous avez une candidate socialiste qui est à moins de 2%, c'est plus du déclin, là, c'est la mort, d'accord. Donc c'est donc très embêtant. En fait, ça signifie qu'il faut qu'on réinvente quelque chose pour que notre démocratie change de nature. Mais ça ne veut pas forcément dire la mort de la démocratie. La démocratie est toujours en mouvement. Elle doit toujours se redéfinir. C'est sa force et sa faiblesse, en fait. Un autre bouleversement de notre système démocratique a été la création puis le développement de l'Union européenne. Vous en parlez aussi dans ce livre. Alors certains peuvent avoir le sentiment qu'avec cette nouvelle démocratie européenne, le pouvoir s'éloigne davantage du peuple. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi ? Oui, je le vois comme ça, moi. Tout à fait. Je le développe un peu dans le livre. L'Union européenne, c'est donc une construction supranationale qui s'est faite démocratiquement puisqu'on ne nous l'a pas imposé. Je veux dire, les gouvernements français successifs ont accepté de transférer de la souveraineté comme les 26 autres gouvernements d'Europe. Mais effectivement, une bonne partie des décisions échappent maintenant au peuple français, de fait, parce qu'il n'est pas... Il y a une carence démocratique dans les institutions européennes, et elle est inhérente à la construction européenne, puisque la démocratie va avec, jusqu'à aujourd'hui, avec la nation. C'est dans la nation, c'est le cadre qui a vu se développer les démocraties libérales. Alors, donc, de deux choses l'une, je vous parlais tout à l'instant de réinventer notre modèle démocratique, parce que les partis politiques ne fonctionnent plus correctement. Là aussi, on doit réinventer quelque chose avec l'Union européenne, sachant qu'on a beaucoup de mal jusqu'à présent à démocratiser véritablement le fonctionnement de l'Union, parce que justement, ce n'est pas une nation, c'est 27 nations. Alors c'est très compliqué, mais en tout cas, le désintérêt des citoyens pour la chose publique est aussi en partie dû à l'existence de l'Union européenne, parce que les décisions sont prises très loin, on n'a pas d'influence, et donc ça décourage. Et donc pourquoi voter ? Il y a un bon sens, vous savez, populaire du citoyen. Il ne va pas voter aussi parce qu'il se dit, de toute façon, mes élus, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Alors à quoi bon ? Il y a aussi ce désir de décentralisation assez fort qui revient régulièrement, qui va donc à l'encontre du principe d'égalité, d'indivisibilité de la République, qui a fait sa base. On l'a vu dans la première partie de votre livre notamment, on peut le voir, qui s'est construite sur des valeurs d'unité, de centralité à Paris, la République française. Est-ce que ce désir de décentralisation est compatible avec la démocratie ? Oui, il est compatible avec la démocratie. Il y a l'aspect écartèlement, puisqu'on a d'un côté l'Europe qui prend une partie des décisions, et si vous décentralisez énormément, c'est donc régional, et donc vous vous retrouvez avec la République, notre démocratie nationale qui se trouve extrêmement dépossédée, c'est donc un souci. Mais la démocratie locale, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, c'est ce qui avait énormément marqué Alexis de Tocqueville au début du XIXe siècle en Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique. C'était le sens démocratique des Américains, mais très local. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et nous, on n'est pas très forts pour ça jusqu'à présent. Mais quand je parle de réinventer notre démocratie, pourquoi pas ? Bien sûr, c'est très important. Alors justement, dernière question rapidement pour finir. Certains réclament le passage à cette 6e République, une nouvelle République. Est-ce que ça pourrait être la solution pour résoudre cette crise démocratique dans laquelle nous sommes ? Tout dépend ce qu'on met dans la 6e République. C'est évidemment pas le numéro qui va tout changer. Je ne suis pas un fanatique du changement de numéro, ça ne me gêne absolument pas. Qu'on passe en 6e ou qu'on reste en 5e, mais en faisant des réformes démocratiques, pour moi c'est égal. Et par contre, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il va falloir le faire parce qu'il y a quand même une demande sociale très forte du citoyen pour être plus consulté, plus participé. Si on n'en tient pas compte, et il me semble que dans la période de crise actuelle, on n'en tient vraiment pas compte, je mets ça au passage sur la table, eh bien, on va vers de profondes désillusions démocratiques.
Moi, personnellement, je ne m'y résous pas. Eh bien, merci beaucoup, Denis Ferré, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de La démocratie française, de la Révolution au 49-3, l'exercice du pouvoir de Danton à Macron aux éditions Erol, une mise en perspective de l'histoire de la démocratie en France. Et vous pouvez réécouter cette émission en replay et sur notre application Radio Sensation.